Alors bonjour à tous, bienvenue à l'atelier marketing de la journée Comme en Or. Donc je me présente rapidement. Je suis Aurélie Lao, donc maître de conférence à l'IAE de Lille. Je ne sais pas si le diaporama fonctionne. Hop, non. Hop. Donc, je reprends. Donc, je me présente rapidement, Aurélie Lao, maître de conférence à l'IAE de Lille. Alors, avant de débuter cet atelier marketing, j'aimerais juste vous expliquer un peu le fonctionnement de cet atelier. Vous avez la possibilité de participer tout au long de cet atelier en notamment nous envoyant vos commentaires, vos remarques ou notamment vos questions via le Twitter avec le hashtag CommonOrD. Nous avons aussi un dessinateur, Lisambar, qui va nous faire partager ses dessins tout au long de cet atelier. Alors, pour débuter cet atelier, donc, qui porte sur les techniques innovantes du web marketing au service du développement client. Donc, nous avons différents... Alors aujourd'hui, sachant que le marketing a une propension à générer de nombreuses techniques innovantes, alors surtout avec Internet aujourd'hui, de nouvelles techniques apparaissent un peu tous les jours, et notamment des mots-clés. Des mots-clés tels que l'ICRM, le tracking, le search, référencement naturel, référencement payant, tous des mots-clés qui paraissent un peu techniques dans un premier temps. Et justement, ce module a pour but un peu de démystifier ces mots-clés. Alors pour cela, justement, nous avons 3 intervenants professionnels qui nous font le plaisir d'être présents et de pouvoir répondre à nos attentes. Donc nous avons Habib Wouladi, Jean-Philippe Wozniak et Sylvain Garin, à qui je vais laisser la parole pour qu'il puisse se présenter rapidement, ainsi qu'aux 2 autres intervenants ensuite. Donc, merci Aurélie. Bonjour à tous. Sylvain Garin, cofondateur de la Revanche des sites, fournisseur de solutions en référencement naturel. Pour vous présenter rapidement l'entreprise, nous aidons les sites internet à mesurer, diversifier et augmenter de manière pérenne le trafic provenant des moteurs de recherche. Nous accompagnons nos clients sur leur stratégie SEO locale, multilocale, internationale, notamment avec une présence même à Shanghai, par exemple. La Revanche des sites est une agence de 15 experts en référencement naturel, basée à Euratechnologie à Lille. Pour ma part, j'ai été consultant SEO pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je suis en charge de l'innovation et de notre laboratoire d'expérimentation. Et merci. Habib. Habib Walidi, donc, je suis fondateur de l'agence Kayak Communication qui est à Euratechnologie. Donc Kayak Communication est la première agence à avoir lancé un concept qui s'appelle le pack multicanal. Alors c'est quoi le pack multicanal? C'est un plan de communication annuel, donc by Kayak, qui est mensualisé donc, et qui permet effectivement de toucher toute la communication à 360 degrés, que ce soit online, offline, média, hors média. Donc c'est une formule qui est très adaptée notamment aux projets à la fois innovants, mais aux petits projets comme les grands projets. Et aujourd'hui, pour pousser un peu plus ce concept, donc vous verrez dans le stand de Kayak, on parle du lancement d'une plateforme qui s'appelle monagencedepub.com, qui va permettre directement donc, de gérer sa communication à travers une plateforme en ligne et donc de composer son propre plan de communication. Enfin, voilà, donc nous sommes complètement dans le digital, mais nous touchons à la communication 360 degrés. Alors à côté de ça, donc, j'avais écrit un ouvrage qui s'appelle Des outils de la communication digitale et chez Erol. Et donc je pense que tout à l'heure, il y aura un petit mot là-dessus. En tout cas, il y a une signature. Et puis bon, je passe la parole aussi à un auteur qui est à côté de moi. Jean-Philippe. Bonjour, Jean-Philippe Wozniak, cofondateur du cabinet conseil Cogité. Cogité, c'est un cabinet facilitateur et business. J'ai fondé ça avec Thomas Bourguel en 2011. Notre idée, en fait, est d'accompagner les gérants d'entreprise ou responsables marketing à aller ou mieux aller sur le web. Pour cela, en fait, on est un peu des architectes ou des guides. Donc, on a 4 valeurs qui nous sont essentielles: la bienveillance, la pédagogie, le pragmatisme et le plaisir. Parce que ce que l'on veut, c'est qu'en fait,
personne soit capable en fait d'aller sur le web de manière performante, rentable, efficace, parce que ça bouge très vite en fait. Un petit truc aussi, auteur d'un livre qui s'appelle Comment réussir son site e-commerce aux éditions Kawa sur le stand, et également nominé au Trophy Market. Donc je vous invite à cliquer sur j'aime sur les réseaux sociaux, parce que pour les billards Toulet, nous avons fait une opération de stratégie de marketing alliant à la fois la société Toulet pour ses baby-foot, Debuchy, un footballeur local du Cru, sur lequel nous avons pu en fait miser sur un plan de communication global lors de la Coupe du Monde. Donc une entreprise locale, un footballeur local, Cogité c'est du local. Donc n'hésitez pas à voter pour nous. Voilà, j'ai fait ma petite publicité. Merci à vous. Alors, pour commencer cet atelier, c'est déjà dans un premier temps intéressant de connaître quels sont les outils pertinents dans le web marketing. Alors pour cela, je vais m'adresser à Sylvain. Alors, est-ce que tu peux nous répondre sur quels sont les outils pertinents du web marketing ? Alors aujourd'hui, les outils de web marketing, il y en a beaucoup. Je vais essayer de les classifier ensuite. Effectivement, je pense que ce qui est pertinent, c'est d'utiliser tous les outils. Après, dans chaque outil, on va dérouler des mécaniques pertinentes. Quand je parle d'outils, je parle de levier, en fait, de levier de trafic. Alors on va déjà les classer dans deux rubriques, deux catégories. D'abord, ce que je vais appeler pool marketing. En gros, je dois tirer l'utilisateur vers moi. C'est-à-dire que c'est lui qui me cherche et je dois être là au bon moment. Dans le pool marketing, on va classer tout ce qui est, par exemple, lié à la recherche d'informations, donc aux moteurs de recherche principalement. C'est ce qui est représenté principalement par les moteurs de recherche et parmi les moteurs de recherche, principalement par Google. Je fais un point en France, là, à ce moment-là. Donc en gros, dans ces leviers, on y retrouve effectivement le référencement naturel. Alors je vais commencer par celui-là parce que ça reste quand même encore le levier qui amène le plus de trafic sur les sites internet en moyenne en France. Il y a un vrai bouleversement sur le référencement naturel qu'on appelle SEO. Vrai bouleversement parce que Google quand même change beaucoup de choses en ce moment, notamment avec la disparition des mots-clés, donc ce qu'on appelle le not provided, qui est arrivé il y a 1 an et demi. Donc ça change notre manière de faire, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quels mots-clés sont tapés dans les moteurs pour nous amener du trafic, donc on a plus de mal à analyser. Je vais aussi parler d'un point qui change la donne, qui est la chasse aux pages satellites par Google. Donc c'est un vieux sujet, mais là aujourd'hui on est même à la chasse aux landing pages, c'est-à-dire des pages qui sont internes à votre site qui feraient du trafic. Donc voilà, il y a une vraie mutation là-dessus. Alors ce qui est peut-être pertinent d'utiliser en référencement naturel aujourd'hui, c'est de construire une démarche pérenne, construire du contenu, construire quelque chose qu'on va capitaliser dans le temps pour justement faire face à ces changements que Google opère régulièrement. Alors, vous avez vu, je parle encore de Google alors qu'on parlait des moteurs. Mais bon, en France, 90% de part de marché, je le répète quand même. Ce n'est pas le cas partout, c'est 1% en Chine et 55% aux États-Unis, voilà, et 20% en Russie. Donc ça dépend. En France, nous, c'est 90%, grosso modo. Donc voilà, il faut vraiment capitaliser. C'est peut-être ce qui est innovant dans le SEO, c'est qu'aujourd'hui, on va vraiment chercher davantage à capitaliser sur du contenu, une stratégie de contenu. Faire de la landing page, ok, mais faire de la landing page qui a du sens, qui apporte quelque chose à l'utilisateur et qui va directement transformer vers la vente. Et pas uniquement une landing page qui sert à créer du trafic. Donc on doit créer quelque chose de durable. Pour citer donc l'autre levier qui est proche, le SEA, donc on va dire AdWords pour faire simple, c'est-à-dire l'achat de mots-clés dans Google. Je fais un petit point aussi sur ce qui s'est passé ces 11 dernières années. Les prix montent. Plus vous voudrez faire de l'AdWords et plus ça sera cher, puisque ça se vend aux enchères. Donc si on compare à différents marchés aussi dans le monde, en Angleterre en général on dit que c'est 2 fois plus cher de faire de l'AdWords qu'en France. En Belgique c'est 2 fois moins cher qu'en France. Voilà. Ça dépend du niveau de concurrence. Plus notre pays voudra faire de l'AdWords et plus ça sera cher. Il faut quand même le savoir. Il y a une vraie dépendance là-dessus. Parce qu'il faut quand même bien mesurer sa rentabilité, notamment quand on réfléchit alors en multitouch analytics, je sais pas, pour ceux à qui ça ne parle pas, je vais le vulgariser. Ça veut dire comment je mesure le fait que plusieurs acteurs de trafic, un seul visiteur qui serait venu plusieurs fois sur mon site,
et acheter. Par exemple, pour le cas d'un site e-commerce, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, l'AdWords est souvent le buteur, c'est-à-dire le dernier levier de trafic. Mais pour autant, il n'a peut-être pas généré la première visite. Donc ça, il faut le mesurer parce que parfois, vous achetez 2 fois ou 3 fois le clic avant de générer la vente. Et ça, dans Google AdWords, vous ne le voyez pas. Voilà. Donc ça aussi, il y a aussi les nouveautés de retargeting. Là aussi, mesurez bien. Est-ce que ça vous génère vraiment des ventes que ça n'aurait pas généré autrement? Voilà. Donc c'est là où il y a vraiment une réflexion à faire innovante sur ces 2 sujets. Je vais passer à des sujets push marketing et je vais m'intéresser principalement à ce qu'on appelle le SMO, c'est-à-dire social media optimisation. Donc pour illustrer un peu, et c'est tiré du mot SEO au final. Hein. Il a fallu trouver un truc en 3 lettres. Il y en aura d'autres comme ça d'ailleurs dans ma presse. Le SMO, en gros, donc, a grandes possibilités, c'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux pour faire ma promotion. Alors, c'est quoi les particularités aujourd'hui qui en faut la grosse force? Gros ciblage, viralité, interaction avec le client. J'ai l'impression de maîtriser, de capitaliser. Par exemple, quand j'ai 1000 fans sur ma fanpage, j'ai l'impression que quand je communique, je vais pouvoir parler avec eux de manière durable. C'est quelque chose que j'ai capitalisé. Oui, mais vous l'avez capitalisé sur Facebook. On voit la news qui est sortie là il y a quelques jours qui indique que en fait, maintenant, il va peut-être falloir payer pour pouvoir parler à sa propre communauté. Donc, rendez-vous bien compte qu'en réalité, cette communauté n'est pas à vous. Le vrai levier d'acquisition, ça serait de la créer pour vous et d'avoir cette base de données des gens. Donc, encore une fois, c'est pour vous mettre en garde là-dessus. Donc, attention à cette dépendance. Maintenant, pour parler de ce qui est innovant, je vais prendre un cas extrême et je vais parler du cas de la Chine, qui est un sujet quand même assez intéressant, sur les réseaux sociaux notamment. Les réseaux sociaux, c'est 90% des ventes des e-commerce en Chine, donc, enfin, en termes d'acquisition de trafic. Donc on est loin de nos 70% en référencement naturel. Ça n'a rien à voir là-bas. Pourquoi ça marche? C'est pas les mêmes outils. Alors, je ne suis pas là pour dire Weibo, c'est le Twitter, Baidu, c'est le Google. Enfin, voilà. C'est d'autres outils, ça ne marche pas pareil, les gens ne les utilisent pas pareil. Pas comparé. Aujourd'hui, il y a 8 chats qui cartonnent. Ils veulent d'ailleurs venir en Occident et ils sont en train de faire l'introduction. Ça, c'est sûrement un outil pertinent et innovant qu'il va falloir que vous exploitiez. À l'origine, c'est juste un système de chat. Maintenant, tout est dedans. Vous voulez commander un taxi, c'est dedans. Vous voulez acheter des produits, c'est dedans. Vous voulez connaître les promos du magasin que vous préférez, c'est dedans. Tout est dedans et c'est en train de venir en Occident. Enfin, quand je dis en Occident, en tout cas en dehors de Chine. Donc WeChat, en un an et demi en Chine, ça a tout cartonné. Maintenant, tout le monde passe par ça. Est-ce qu'en France, ça va arriver? Je pense que les vraies innovations d'acquisition de trafic se passent également sur le développement d'usage. Même si on reste sur des fondamentaux, SEO, SEA, SMO. Alors, je vais quand même citer également l'emailing marketing. Je pense qu'on en reparle sur peut-être d'autres questions après. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est complètement sous-exploité. Ça veut dire que voilà, c'est votre capital, l'emailing. C'est-à-dire que c'est votre base de données, c'est votre clientèle. Et donc, il faut l'exploiter, il faut vraiment fidéliser. Comment on fait? Ok, big data, machin. Ouais, mais si vous êtes e-commerçant, vous n'êtes pas à la big data. Si vous avez déjà 2000 contacts, bah, c'est à exploiter. Ce n'est pas de la big data. Et ça, vous pouvez le faire. Si vous en avez 200 000 ou 2 millions, là, c'est de la big data et c'est compliqué. Et profitez de votre force. Si vous en avez que 2000, c'est à exploiter. Vous pouvez faire du ciblage. Là aussi, un gros challenge. Ça ne sert à rien d'envoyer des newsletters à tout le monde. Voilà. En gros, il faut inventer des mécaniques intelligentes que les gros n'arrivent pas à le faire, n'arrivent pas à faire parce qu'eux, ils ont trop de données. Donc là, je pense qu'il y a un truc à faire aussi. Et c'est innovant parce que ce n'est pas encore fait. Très peu le font et ceux qui le font, ils y arrivent. D'autres sujets, l'affiliation. Donc l'affiliation permet de toucher un public plus large qui est peut-être en dehors de votre cercle de réseau habituel. On va prendre également le nom de Earning Media. Donc là, c'est plus pour vous lister les choses qui marchent, quoi. Earning Media, comment je rends mon client ambassadeur de ma propre marque. Et donc, c'est mon propre client qui va, lui, même devenir prescripteur et mon commercial. Et donc, c'est mon client qui devient mon acquisition de nouveaux clients, en fait, comme dans un commerce traditionnel. Hein. Et on va parler aussi beaucoup de offline au final, puisque aujourd'hui le lien entre l'offline et l'online est vraiment cassé. Enfin, c'est pas cassé, mais il est complètement fait. Il n'y a plus d'Internet. Hein. Il y avait une phrase qui avait été sortie comme ça, Internet est mort. Effectivement, il est tellement devenu inhérent à notre vie de tous les jours qu'on ne devrait même plus l'appeler Internet, en fait. C'est la vie de tous les jours. Donc il y a un vrai lien entre le offline et le online. Si vous pouvez en profiter, c'est quand même le meilleur moyen de générer du trafic qualifié et de capitaliser sur... voilà, c'est un vrai plus.
si vous pouvez. Hein, si vous n'avez pas de point de vente, on ne peut pas le faire, quoi. Alors voilà, ça c'était pour vous lister un peu tout ce qui se faisait. Mais après, tout dépend de votre stratégie. Les autres interlocuteurs, présentateurs en parleront. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ça dépend si vous faites un e-commerce ou de la prestation de service ou un SaaS ou un site internet ou même une appli. Si vous faites une appli, il faut oublier le SEO, quoi. Alors à moins de faire du SEO sur un site internet à côté. Donc tout dépend de ce que vous avez vraiment besoin de faire. Et c'est là où vous allez pouvoir avoir une démarche innovante, tout simplement, parce que vous allez utiliser les leviers qui correspondent à ce que vous proposez. Il faut tout faire, mais il faut mettre le point sur ce qui vous apporte réellement des choses. Je suis toujours sur ce focus de référencement d'appli. On parle beaucoup de SEO d'appli, c'est-à-dire j'ai mon appli, je veux la référencer dans les App Store. C'est pas du référencement, hein, c'est ce qu'on appelle de l'ASO. Alors c'est très compliqué. Je fais cette petite parenthèse. C'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ne veulent pas tomber dans le piège du référencement naturel où on peut tricher pour remonter dans les résultats. Ils veulent que ce soit réellement pertinent. Alors oui, je vais pouvoir choisir un bon nom. Oui, je vais pouvoir choisir une bonne description. Oui, je vais pouvoir choisir un beau logo pour qu'on clique sur mon truc. Mais en fait, ce qui va faire que je remonte dans les résultats, c'est tout simplement l'utilisation de mon appli. Donc, c'est-à-dire que si mon appli est bien utilisé longtemps et fidélisé, les gens l'aiment bien, l'utilisent régulièrement. Donc, ils mesurent en fait entre le temps où j'installe l'appli et le temps où je l'ouvre, le nombre de fois où je l'ouvre, ainsi de suite. C'est ça qui va la faire remonter en référencement naturel dans le classement des App Store. Donc, au final, et ça rejoint tout ce que je vous ai dit avant, aujourd'hui, on ne peut plus vraiment tricher. Il faut créer une réelle stratégie sur du moyen terme, long terme, du contenu, capitaliser sur ce que vous faites réellement et sur votre savoir-faire, sur vos clients. Voilà. L'Internet n'est qu'un outil pertinent, innovant, pour générer du nouveau trafic. Voilà. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Parfait. C'est bien. Merci. Merci Sylvain. Donc, par rapport à ce qu'il a dit, on s'aperçoit en fait que ces outils sans stratégie ne sont rien. Donc, il est important en amont de réfléchir à cette stratégie. Et donc, je vais rebondir sur ce point-là pour m'adresser à Jean-Philippe. Avec les outils que Sylvain a présentés, comment on peut mettre en place une stratégie grâce à ces outils ? D'accord. Alors, moi, je viens de découvrir, je suis branché, je suis sur WeChat et Snapchat et compagnie, tous les chats en fait. Donc ça, c'est quand même pas mal. Mais effectivement, il y a beaucoup d'outils en fait. Sylvain l'a présenté, là, il vous a énuméré affiliation, SEO et autres. La première chose quand même à se poser, c'est au niveau du fonctionnement, c'est de se dire où est-ce que je veux aller sur le web. Alors j'ai un petit slide, justement, je vais vous le passer. Hop. Voilà, ça c'est la cartographie du web en fait pris à un instant T. Vous pouvez y aller, c'est dit Internet Map. Concrètement, on voit des étoiles, des galaxies, des choses comme ça. Les gros points, c'est qui ? C'est Google, c'est Facebook, c'est Yahoo, c'est Amazon. Nous, on est où là-dedans en fait ? On est quelque part. Regardez la Redoute, c'est un point, on ne le voit même pas. Et concrètement, nous, on a peut-être un petit site dont on va s'occuper quelque part. Donc, il faut absolument être en fait là où Sylvain le disait, sur Google, sur les carrefours d'audience. On parlait de carrefours d'audience, eBay, Amazon sont des carrefours d'audience. Donc, il faut choisir sa stratégie, choisir son endroit pour y aller en fait. Quel chemin je vais prendre pour être visible, pour surtout générer mon trafic, mes commandes. Mais avant ça, Sylvain, vous avez énuméré pas mal d'outils nouveaux et innovants. C'est est-ce que je dois y aller ? Si j'y vais comment ? Donc il y a toute une organisation. Il faut vous structurer en interne en fait. Ce que je voudrais vraiment insister, c'est organisez-vous, structurez-vous, prévoyez en fait un compte d'exploitation, un business plan. Pour cela, en fait, aidez-vous aussi, si c'est possible, avec des agences, des prestataires. Mais concrètement, structurez-vous parce qu'en fait, l'enchère est élevée maintenant. Ça ne va pas s'améliorer. Le e-commerce, en fait, on est à un âge mature. Donc, il faut vraiment, en fait, s'outiller par rapport à ça avec ses prévisions. Si je vais sur le web, je veux faire quoi ? Je veux faire quoi ? Est-ce que je veux générer de la commande ? Est-ce que je veux générer du devis ? Est-ce que je veux générer de la visibilité, avoir un outil de communication ? Donc, quel est mon objectif stratégique par rapport à ça ? Est-ce que je suis organisé aussi ? Est-ce qu'en interne, mon équipe est capable
est structuré, est organisé pour pouvoir en fait mettre en place ces outils, ces moyens, les piloter. Là, Sylvain a parlé de tableau de bord, de suivi, de tracking. Il faut piloter au niveau le plus précis les chiffres en fait. On parlait d'engagement tout à l'heure, on parlait aussi de suivi de visite ou autre, de conversion. Donc là, il faut piloter ses propres indicateurs. Notre indicateur, c'est peut-être l'engagement, c'est peut-être la commande, c'est peut-être le devis, c'est peut-être une stratégie de marque. Donc là, pour le coup, il faut vraiment se dire, je mets en place mon tableau de bord. Je vais vous donner un exemple aussi. J'ai un client qui est dans le sud de la France qui vend de la pièce détachée automobile. Il cartonnait, c'est un très grand acteur de la pièce détachée automobile de sport. Il s'est fait dépasser sur le web, il ne sait pas comment. Donc là, on est parti sur de l'audit concurrentiel. On a commencé à regarder un peu dans la galaxie du web ce qui se passait dans son univers en fait. Et là, pour le coup, en fait, il ne l'a pas vu venir. Il y a un de ses concurrents en fait, qui l'a dépassé en 2 temps, 3 mouvements par une stratégie de communication. Et pour le coup, en fait, il s'est fait griller ses places. Mais griller ses places, c'est griller un nombre de visiteurs, un nombre de trafic et donc au final un nombre de commandes. Donc, par rapport à ça, en fait, on a été plus loin. On a fait un audit d'organisation pour savoir si en fait les personnes en interne étaient matures au niveau des compétences. Ben, c'était plus grave que ça. En fait, ces personnes elles se sont fait débaucher par ses concurrents. Ils se sont fait débaucher leurs concurrents et pour le coup, les bonnes méthodes ont été réappliquées chez les concurrents. Donc vous voyez, il faut quand même bien en fait, savoir où vous allez en fait, dans cet univers. Alors, je ne veux pas vous effrayer, mais c'est simplement se dire, le web maintenant, en fait, on est quand même sur un environnement qui est vraiment en fait, costaud et mature, donc il faut se préparer par rapport à ça. On peut avoir la bonne idée, on peut avoir le bon moyen, et le tout c'est d'avoir la bonne stratégie, le bon angle d'attaque par rapport au support que l'on veut attaquer. Un autre exemple que je vais donner aussi, c'est il y a de ça quelques années, j'ai rencontré un site e-commerce dans les produits d'animalerie. Il est venu nous voir en disant aidez-nous, on a besoin de votre aide par rapport au trafic. J'ai dit ok, pourquoi ? Ben, j'ai tout mis sur leguide.com. Leguide.com, c'est un annuaire où vous payez au clic. Sauf qu'en fait, il était pieds et poings liés avec leguide.com, où il payait des visites. Mais au final, il avait bien des commandes, mais que ces commandes, en fait, les clics, il les payait de plus en plus cher. Il n'arrivait pas à trouver sa rentabilité. Et de ce fait-là, il se retrouvait coincé, en fait. Là, malheureusement, je lui ai dit, il n'y a pas 36 solutions, en fait. C'est soit vous diminuez vos budgets, vous remettez en cause votre entreprise, soit vous augmentez vos budgets et vous allez sur d'autres canaux tels que Google AdWords ou le community management avec le SMO. Mais pour le coup, c'était trop tard en fait. Donc vous voyez, il a oublié, il n'a pas anticipé en fait de se faire un prévisionnel, un business plan. L'autre point qui est important aussi dans le web, dans les activités de site internet, c'est votre site. Au-delà du cahier des charges, au-delà en fait de tout ce qui est en préventif en amont, c'est de bien penser son site. Et rien de tel que les audits ergonomiques et se poser les questions par rapport à l'activité du site web, ce que l'on veut mettre en place. Alors, j'ai une petite vidéo que l'on pourrait lancer qui dure 2 minutes, mais imaginez que c'est votre site e-commerce ou e-business. Et pour le coup, en fait, on va se poser des questions. Si on peut lancer la vidéo. Hey, just that, thanks. You sure? Yeah. Username? Oh, Nick M. No. NM 1983? No. Zandy Pops? Sorry. Zandy Pops? No, okay, don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Oh, Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based products for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation, design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear or biological weapons. Tick. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah, hey. Just one loaf, sir. Yeah, we just... What's your username? It's Nick Forever, but number 4, not the... Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? That's not even a word. Okay, how about this one? You know what, forget it. Or this one? Hippopotamus. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's,
Standard. Standard. Standard delivery, that's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what? I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, OK. You want the take-home today price? Well, that's £3.27. You know what? I'm going to go. Come back soon. I won't. Bon, vous voyez, là, c'est la vie réelle en fait, quand même. On parlait de la vie e-commerce, la vie réelle. Imaginez qu'on ait ça sur notre site web, c'est quand même une horreur en fait. Et cette horreur, on la vit au quotidien en fait. On s'en rend plus compte. Hein. On est plongé dans notre activité de site web et pour le coup, il faut se remettre en fait quelques basiques fondamentaux. Je vais vous en lister 6 en fait. 6 à retenir dans votre activité de projet web. Le premier, c'est, je dirais, 4 secondes. 4 secondes, c'est le temps que l'internaute va passer sur votre page d'arrivée, la landing page. Il aime ou il n'aime pas. Il ne va pas se poser 10 000 questions. 4 secondes. Et on a tendance généralement, nous, prestataires, agences de com, agences de marketing ou autres, à se focaliser sur les détails ou autres. Donc n'oubliez pas que l'internaute est là 4 secondes. L'autre élément aussi, c'est le beau est l'ennemi du bien ou du bon. Ça pourrait ne pas plaire aux agences de com. Mais concrètement, ce qui est bon fonctionne. Ou alors on peut faire un bon design, mais le design doit être émotionnel et fonctionnel. Et quand on dit fonctionnel, il faut qu'il y ait une fonction, un click to action, que ça serve à quelque chose en fait. Donc ne privilégiez pas trop le beau, l'artistique, au détriment du bon et de l'efficace. Autre point clé aussi dans un site web, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le sweet spot. Alors le sweet spot, c'est en musique aussi. C'est le triangle magique. C'est le triangle magique où là, en fait, vous allez avoir le meilleur son. C'est aussi dans le golf où là, vous ferez le meilleur visé pour arriver dans le trou. Donc sur la page d'atterrissage, la même chose, il faut en voir sur quoi mon client va-t-il arriver. Je veux qu'il arrive sur quoi exactement, tout simplement. Alors je dis ça tout simplement, mais ça veut dire qu'on doit faire des exercices, des tests. Test A, test B, A-B testing en fait là-dessus. Donc il faut essayer et tester. Autre chose qui est plus qu'importante, et je pense qu'il fera la différence par la suite aussi, c'est la signature de la marque. Aujourd'hui, on a une flopée de sites web, on arrive sur des sites www.je-sais-pas-quoi.com, mais on ne sait même pas l'identité de la marque, la différenciation, la légitimité, la valeur. Donc tous ces éléments-là, il faut les retrouver en fait aussi. Et là, je pense que pour le coup, il y a à faire en communication. Autre chose aussi, il faut raconter une histoire. Rien de plus enquiquinant dans ce qu'on appelle le storytelling, rien de plus embêtant d'arriver sur un site e-commerce avec une fiche produit et de retrouver la même fiche produit sur un autre site e-commerce. Concrètement, on n'a aucune valeur ajoutée. Donc, il faut faire rêver, il faut créer une histoire, être différenciant par rapport à ces éléments-là. Et le dernier point aussi, en fait, à retenir, c'est ce que j'appelle l'Act Now. Donc, il y a toujours y avoir, en fait, un but pour agir pour l'internaute, ce qu'on appelle le click to action. Donc il faut que l'internaute, à un moment donné, sur une page, sur un élément, il puisse se dire « Ok, je vais là, je fais ça ». Donc là, c'est ce qu'on appellera dans notre jargon les tunnels de commande, les tunnels de conversion. Donc retenez bien ça. Un dernier point que j'ajouterai quand même par rapport à ce que Sylvain disait aussi, par rapport à WeChat ou autre, tous ces éléments-là, c'est, alors je ne l'ai pas noté ici, mais c'est le marketing d'influence. Pour moi, le marketing d'influence, c'est ce qui fera aussi le plus la différence dans les années à venir. C'est là où vous allez faire la différence par rapport à un autre. Bon, tapez sur Google marketing d'influence Robert Cialdini, de mémoire. C'est un neuromarketing aux États-Unis, pardon. Et pour le coup, il a 6 ou 7 concepts qui peuvent être intéressants à essayer d'adapter. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut essayer d'adapter et ça peut faire la différence dans une bonne stratégie en fait pour la suite. Merci Jean-Philippe. Sylvain, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je trouve que tu as bien résumé la situation. En fait, je pense que dans le concret, ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire au site internet aujourd'hui, à devenir aussi compliqué comme tu le présentes, c'est qu'on a oublié qu'il ne fallait pas que ce soit drivé par la technologie. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, il y a 15 ans, 20 ans, vous étiez obligé de faire appel à des informaticiens. C'est plus le cas aujourd'hui.
Et pourtant, on en est encore un peu là. Enfin, j'ai rien contre les informaticiens, j'en suis un moi-même. Alors, on serait plus sur des ergonomes maintenant. Et voilà. Et encore, je me méfierais aussi. On est ergonome, mais attention, il faut être en user experience. C'est ça. Être en utilisateur, en expérience utilisateur, il faut se mettre à la place du client. Nous, on fait de plus en plus de panels, en fait. Panel client-prospect. Mais effectivement, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'agence technique de penser le tunnel de commande ou de penser les pages d'atterrissage. C'est même pas au gérant de la boîte ou au directeur de com. C'est le client qui doit le décider. Vous devez le mettre au cœur de votre stratégie. Et là, je rejoins totalement. Et également sur l'acquisition de trafic. On a la même démarche. Où est-ce qu'ils vont vous chercher ? Je vais ajouter un point, mais ça fera la transition avec vous aussi, parce qu'en fait, nous, on n'intervient pas au niveau du cabinet conseil avant qu'il y ait un logo, une identité, une marque. Concrètement, si on n'a pas ces éléments-là, si on n'a pas l'ADN de la société ou autre, on dira, attendez, soyez d'abord clair dans votre business, société, et ensuite nous irons sur le web ensemble, en fait. D'accord. Alors, on s'aperçoit au niveau de l'importance de cette stratégie, du choix des outils. Vous avez évoqué notamment la question tu as évoqué la question de rentabilité. Avec ton exemple sur l'animalerie, le fait que c'est bien beau de faire des choix d'outils, mettre une stratégie, mais si au final on n'est pas rentable, on n'atteint pas nos objectifs. Et là, je rebondis sur ce point-là pour m'adresser à Habib, parce que la question justement de rentabilité, de ROI, comment on peut utiliser ces stratégies, notamment optimiser son ROI et la relation client. Elle a sa place dans la stratégie web. Donc, quelle est la place du ROI et la place de la relation client ? C'est vrai qu'on parle beaucoup de CRM, ICRM, donc la relation client, retour sur investissement. Donc tous ces paramètres, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc c'est vrai que ça paraît un langage un peu donc très complexe. Je donnerai 3 critères qui me semblent importants. D'abord la technique. Donc il y a 3 éléments. Donc, le premier, c'est la technique. Le second critère, ce sont les données ou les informations. Et le troisième, ça va être les comportements des consommateurs. Donc, ce sont ces 3 éléments qui vont nous permettre de bien comprendre la mécanique de la gestion de la relation client. Alors, le CRM, quand on parle de gestion de relation client, donc, il faut savoir qu'à une époque, il y a 15-20 ans, c'était la VPC qui était très bien, avancée là-dessus. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement quand Madame Dupont passait un coup de fil à la Redoute à un moment donné pour dire, écoutez, je voudrais passer commande. Alors, donc, l'opératrice lui dit, alors, Madame Dupont, comment vous avez trouvé la petite robe que vous aviez achetée la semaine dernière ? C'était sympathique, etc. Donc, c'était ça. Ça a démarré comme ça. Et on appelait ça déjà de la gestion de la relation client, c'est-à-dire avoir assez d'informations de la part des clients pour personnaliser la relation qu'on va avoir avec eux au moment de la commande. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec les outils, avec la technologie, avec les nouvelles technologies, nous sommes à milieu de ce schéma-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui se passent, et notamment, il y a des techniques qu'on appelle par exemple le matching de profil. C'est lorsque, par exemple, vous allez, alors je vous donne un exemple sur iTunes et vous achetez un tube, vous achetez un CD, puis on vous dit, savez-vous que tous ceux qui ont acheté ce tube, ils ont acheté aussi ça et ça et ça et ça. Et donc, c'est aussi une façon de gérer donc, les flux de ce qui se passe chez les consommateurs pour venir et se dire, bah, tiens, il y a de fortes chances que vous agissiez comme ça si on vous donne cette information. Donc, vous voyez, dans la partie CRM, il y a la technique qui a énormément évolué et ce n'est pas fini parce que c'est encore aujourd'hui là où il y a toutes les recherches en termes de web marketing pour développer ces outils-là. Alors, le deuxième élément, j'avais parlé des données, donc la visibilité. Donc, je vois un slide effectivement. Alors, ça tombe bien, il est parfait. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous injectons tous, chaque année, 1 zeta-octet de contenu par an sur le web. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un zeta-octet ? Il faut savoir que c'est 21 zéros. Donc, 1 zeta-octet, c'est 21 zéros. Et pour vous donner une image, c'est exactement la masse d'informations que nous avons depuis le début de l'humanité jusqu'en 2003.
donc depuis le début de l'humanité jusqu'en 2003, toutes ces informations, ça équivaut à ce que nous injectons en termes de poids sur le web. Donc, ce qui pose un véritable problème de visibilité. Vous allez sur YouTube, il faut 2000 ans pour voir toutes les vidéos. Donc, une vie n'est pas suffisante pour voir tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une prolifération de l'information et le gros problème des marques, le gros problème de toute action de communication, ben, ça va être la visibilité de votre message, sa lisibilité aussi. Est-ce qu'on va s'y intéresser ou non? Et donc, c'est là où il va falloir effectivement déployer énormément de techniques et être le plus proche de vos prospects ou en tout cas de vos publics cibles. Alors, deuxième paramètre dans la relation client à traiter, c'est la visibilité. Comment est-ce que je peux être visible? Comment est-ce que je peux être visible par ceux que je veux toucher? Troisième, eh ben, nous ne sommes pas maîtres des comportements des consommateurs. Et donc, les consommateurs aussi ont leur mot à dire, et encore aujourd'hui plus qu'avant. Avant, on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on allait dans les magasins, on comparait, etc., on regardait. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, je suis persuadé qu'avant d'acheter, vous allez faire une recherche sur Google pour voir déjà un petit peu quelques informations, ce que ça coûte, où est-ce que je peux trouver ça. Vous allez certainement, à un moment donné, être meilleur que le vendeur, donc sur le produit que vous allez acheter, parce que vous êtes tellement renseigné. Et aujourd'hui, souvent, moi je dis que le marketing a changé de camp. Ce ne sont plus les experts marketing qui sont experts, ce sont les consommateurs qui sont experts. Et on est passé d'une ère on parle du B2B, du B2C. Aujourd'hui, on est dans l'ère du C2C, du consommateur à consommateur. Donc, en quelque sorte, finalement, ce n'est plus l'annonceur qui fait sa pub, ce n'est même pas l'agence de publicité qui va faire votre publicité, mais ce sont vos clients qui vont faire votre vraie publicité. Et là, on parle de l'ère de la communication active. Donc, en tout cas, c'est le constat que nous avons au sein de Kayak Communication. Avec toutes les expériences que nous avons eues ces dernières années, on s'est posé cette question. On s'est dit, comment ça se fait qu'il y a des campagnes de pub qui coûtent énormément cher et qui font un flop? Et comment ça se fait qu'il y a une petite vidéo de rien du tout qui fait un buzz terrible sur le net? Quel est le mystère? Qu'est-ce qui fait cette différence? Eh bien, bien évidemment, ça rejoint la création. Donc, il y a un petit slide qui dit « Créer, c'est oser ». C'est encore plus vrai aujourd'hui. Parce que, rappelez-vous, pour être visible, il faut être différent. Alors, comment est-ce qu'on peut être différent? Selon une enquête, on a vu que 54%, ce qui permet de faire le buzz, ce sont les situations comiques, décalées ou insolites. Et pour effectivement être visible, eh bien, il faut déployer toute une stratégie en amont. Et l'une des meilleures stratégies qui marche aujourd'hui, c'est de faire participer les destinataires de vos messages. On parle de co-construction du message. Alors, et c'est là où on parle de l'ère de la communication active. Alors, il y a énormément d'exemples. Bon, il y a cet exemple de Kenzo. Il n'y a pas longtemps, je crois, pour la fête des mères, on pouvait retirer une fleur d'un panneau. À partir du moment où vous faites participer vos destinataires du message, vous les rendez acteurs de votre propre communication, là, vous avez tout gagné. À partir du moment où ils parlent de vous, où ils retweetent, où ils renvoient une information sur Facebook sur votre offre, eh bien, vous avez tout gagné. Donc, pour assurer un véritable retour sur investissement, posez-vous d'abord cette question. Est-ce que ma communication, est-ce qu'elle est faite uniquement par moi-même ou est-ce qu'elle est faite en collaboration avec les destinataires de mes messages? Donc, tant que vous n'avez pas impliqué vos destinataires, dites-vous que le retour sur investissement ne sera pas au rendez-vous. Voilà. Merci Habib. Alors, on s'aperçoit du coup que le consommateur a un rôle assez prépondérant dans les entreprises, puisqu'il participe désormais à cette communication. Et justement, tu disais que le consommateur devient de plus en plus renseigné, et les mêmes plus parfois par rapport à un vendeur.
On parle de consommateur, du reste. Voilà, plus exactement. le consommateur. Le consommateur. Et du coup, ça passe par la recherche d'informations, en fait. Le consommateur recherche par lui-même l'information qu'il a besoin via Internet, se renseigne davantage, mais du coup, cette recherche d'informations, est-ce que dans le futur, puisque déjà à l'heure actuelle, la recherche d'informations a fortement évolué par rapport à il y a 20 ans, mais est-ce que dans le futur, justement, Sylvain, peut-être que tu vas pouvoir me répondre, cette recherche d'informations risque d'évoluer encore ? Alors, c'est vrai que ça a déjà beaucoup évolué, je dirais, avec la naissance d'Internet. Ça a évolué en fait avec différentes choses. C'est-à-dire qu'on a toujours été drivé par le support, j'ai envie de dire le device. C'est-à-dire que quand on a eu l'ordinateur, on a pu aller sur Internet. Quand on a eu Google, on a pu chercher dans l'ensemble des sites Internet du monde entier. C'est-à-dire que voilà, le support qui nous permettait de chercher nous a permis du coup d'accéder à cette information. Donc c'est-à-dire que l'usage s'est créé parce que c'était un besoin de l'humanité, j'ai envie de dire, de pouvoir chercher cette info. Il importe beaucoup pour les e-commerçants qui, du coup, doivent apparaître au moment où on les cherche, au moment où on cherche leurs produits. Qu'est-ce qu'il sera demain ? Alors, il y a deux options. Déjà, est-ce qu'on va continuer de chercher ou est-ce qu'on va s'arrêter ? Parce que si je reprends le cas de la Chine, j'adore ce cas, on est quand même sur un marché complètement différent du nôtre. Si je prends le cas de la Chine, ils ne cherchent pas, ou à peine. C'est-à-dire ils ne vont pas fouiller, juste par le prix. Donc c'est très différent de notre manière de faire. C'est pour ça que les moteurs de recherche ne fonctionnent pas en Chine. Donc du coup, quand on voit ça, on peut se dire qu'en réalité, tout ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui de l'Internet, peut totalement basculer d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, et ne plus exister. Cette manière de chercher dans les moteurs de recherche pour trouver un produit, pour le comparer, pour avoir une masse d'informations, être meilleur que le vendeur et du coup acheter au meilleur prix, la meilleure qualité, peut disparaître parce que ce n'est qu'un usage. Les usages changent beaucoup. Alors, je vais quand même revenir aussi sur les devices. Dans les usages, je te coupe, mais j'ai vu un truc, une statistique passer sur Facebook. Il y a la petite zone de recherche là en haut. Ça, il y a de ça 2 ans, c'était 5%. 5% des personnes tapaient « je recherche un truc, aidez-moi » sur Facebook. Et là, je suppose que pour le coup, ça a dû grimper en flèche en fait. Oui, alors c'est effectivement ce qu'on appelle le social search, qui était un doux rêve depuis quelques années, mais on le voit sur plusieurs marchés, c'est quand même quelque chose qui commence à cartonner. Je vais chercher par rapport au niveau de popularité de mes cercles d'amis un produit. Et non pas, je sais que ce produit, de toute façon, il est fabriqué en Chine et qu'en vrai, il y a 100 000 vendeurs qui le revendent en France. Je m'en fous du vendeur. Je cherche juste le produit. Et du coup, pour trouver le vendeur, je vais tout simplement prendre le vendeur avec qui mes amis ont eu affaire. Enfin, voilà. Donc, la recherche d'informations peut être très différente. Pour s'en inspirer, regardez les plus jeunes que vous connaissez, quand je parle des plus jeunes, les personnes les plus jeunes dans votre entourage, et regardez la manière dont ils consomment Internet, c'est quand même très très différent. Je vais parler des moins de 22 ans, je ne mets pas de limite, sinon je vais être vieux. On l'est là. Ouais, ça y est. Bon, voilà. En tout cas, on n'a pas les mêmes usages, donc ça change énormément. Alors aussi, on pourrait imaginer que ça change par le device encore. Les Google Glass, tout le monde en avait entendu parler. Alors il paraît que c'est un flop et puis que Google arrête. Bon, il y a des chances quand même que ça revienne à un moment avec quelque chose qui marche mieux. Imaginons que l'Internet maintenant se passe à travers des lunettes et qu'on n'ait plus besoin d'ordinateur. Si je reprends le cas de la Chine, ils n'ont pas d'ordinateur, mais 80% des agriculteurs qui ont une charrette en bois ont un smartphone pour pouvoir vendre leurs produits. Parfois, on peut imaginer des choses de ouf. Donc, il suffit qu'il y ait les lunettes qui marchent. D'un seul coup, j'ai plus besoin de smartphone, j'ai plus besoin d'ordi. Comment je cherche du coup mon e-commerçant ? Je ne sais pas y répondre. Pas aujourd'hui. Donc, les usages, ça peut vraiment complètement révolutionner la manière dont on recherche l'information. Le device, au final, ça change un petit peu à la fois la manière de faire. Je ne sais pas si j'ai été clair. Merci. Oui, et je rebondis d'ailleurs sur Amazon. Effectivement, maintenant, Amazon est considéré comme un moteur de recherche de produits. Du coup, on ne passe plus par Google. Bon,
en France, on passe encore par Google pour aller sur Amazon. Mais si je reprends le cas de la Chine, Tmall, c'est à peu près 10 fois plus d'audience que les moteurs de recherche. Tmall, c'est l'équivalent Amazon en Chine. C'est 10 fois plus d'audience que les moteurs de recherche. En fait, c'est devenu le moteur de recherche. Je recherche directement mon produit, comme si vous alliez sur Google Shopping. Sauf que Google Shopping, ça n'a pas forcément marché aussi bien qu'Amazon. Donc là aussi, effectivement, est-ce qu'on parle de recherche d'informations ou de recherche de produits ? Les moteurs de recherche peuvent continuer peut-être à délivrer l'information, mais est-ce que les produits que vous vendez, eux, ils vont continuer à aller chercher là ? D'accord. Alors, la recherche d'information évolue encore aujourd'hui, tend à évoluer d'ici quelques années. Donc, on peut se poser la question de remettre en question les fondamentaux du marketing. Alors, on a notamment les concepts marketing standards que tout le monde connaît, ce qu'on peut trouver dans les ouvrages. Et on se dit, vu que la recherche d'information évolue encore aujourd'hui, pourquoi le marketing n'évoluerait pas également ? Et est-ce que les concepts du marketing fondamental étudiés il y a 20 ans, est-ce que c'est encore d'actualité ? Donc, selon toi, Jean-Philippe, est-ce que les fondamentaux du marketing d'aujourd'hui sont encore d'actualité ou est-ce qu'ils sont à réadapter ? Alors, je vais réagir par rapport à mes expériences personnelles, étudiants et ensuite professionnelles. Il n'y avait pas d'études marketing dans les années 90, dans les années 80. Donc, j'ai pris des bouquins, j'ai appris sur le tas, comme on dit. Ensuite, il y a des bases. Il y a les bases, effectivement, la méthode RFM que tout le monde connaît en VAD. Le marketing, comme la Redoute l'a si bien fait et le fait encore, même si elle connaît des difficultés. Je pense que tout ça, ça évolue en fait. Ça évolue, mais très rapidement. Très rapidement parce qu'en fait, les outils, comme Sylvain le disait, arrivent de tous les sens. Des applications, on en a tous les jours, on ne sait plus quoi en faire. Aujourd'hui, c'est Snapchat, demain, ce sera quoi ? Point d'interrogation. On a des acteurs qui apparaissent, mais comment réagit-on par rapport à ça ? Donc, nous, les réactions qu'on vend aussi par rapport à tout ça, c'est quelle stratégie, encore une fois, je mets en place sur ça. Est-ce que je vais être bien en tête sur les réseaux sociaux ? Ok, mais pourquoi vous allez sur les réseaux sociaux ? Dans quel objectif ? Quel est votre plan marketing ? Comment vous structurez ? Comment vous voulez séduire le client ? Donc, on vient sur des fondamentaux qui demeurent, je pense, qu'il faut adapter, qu'il faut changer, qu'il faut faire évoluer. Le truc le plus difficile, je pense, c'est au niveau intellectuel de réagir très rapidement. On est en perpétuel test. On l'avait déjà sur les plans de VAD traditionnels avec des plans de test à 3 mois, 6 mois. Là, on est sur des plans de test en temps réel. Encore une petite information, Amazon, quand il fait un A/B testing, donc tester une page A contre une page B, ça lui met 10 secondes. En 10 secondes, il a eu la réaction de se dire « cette page-là va fonctionner ». Nous, avec les PME traditionnelles sur le web, ça va nous mettre 2 mois, 3 mois. C'est pourtant court par rapport à la VAD traditionnelle. Mais c'est très long par rapport à Amazon, en fait. Vous voyez la puissance de feu du trafic, ce que le visiteur permet d'avoir en information, parce que c'est quand même le visiteur, l'internaute qui nous délivre, cette page-là fonctionne mieux en fait, que l'autre. Et après, encore une fois, c'est de mettre aussi, ce que tu disais, la co-construction. Donc, Cogiter, c'est co-construction aussi, ou co-développement. Donc, en fait, c'est de mettre aussi ça ensemble avec le client. Je parlais de marketing d'influence. Ça en fait partie, c'est les avis, c'est les commentaires, c'est les panels. Il faut à chaque fois assimiler dans votre plan marketing en fait l'apport du client pour moi, l'apport du prospect, l'apport du client. Merci. Alors, les fondamentaux donc sont encore d'actualité à réadapter. J'en suis convaincu. Oui, heureusement d'un côté. Ça a été évoqué, la méthode RFM, notamment, donc récence, fréquence, montant, ça c'est basé sur une base de données, justement. Le client, encore une fois, a son rôle à jouer, et plus on va connaître le client par le biais de cette base de données, plus on va pouvoir cibler, personnaliser, ça a été évoqué durant cet atelier, donc faire notamment du one-to-one. Et là, je me pose la question, Habib, comment on va justement cibler davantage ? Est-ce que les clients, à l'avenir, parce qu'on voit qu'Internet prend de plus en plus d'importance, et on a notamment une notion d'extimité fortement présente, les clients, les consommateurs, les internautes s'en rendent
compte aujourd'hui, hein, on sait pertinemment tous que nos informations sont réutilisées, notamment parfois à des fins commerciales. Est-ce qu'on va continuer à fournir ces données à des entreprises pour collecter dans une base de données et qui seront réutilisées à une fin commerciale? Est-ce que le client va continuer à donner ces informations? Moi, je crois que oui, parce que c'est vrai que là, on a tout un débat sur faut-il mettre des informations sur les réseaux sociaux ou non, quand ce sont des informations personnelles, etc. Donc d'abord, il faut être adulte et savoir ce qu'on fait. Donc quand on met une information, il faut savoir bien évidemment qu'elle va être vue à un moment ou à un autre. Maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé de 1 zeta-octet de données sur le web. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas que ça à faire quand même de regarder ce que vous faites. Donc il faut savoir que il y a énormément d'informations que vous risquez plus d'être noyé dans la masse qu'autre chose. Si vous êtes une entreprise, donc si on est une marque, si on est un produit, un service, si on a quelque chose à vendre, ben on a plutôt intérêt à nourrir le web pour qu'on nous voit, parce que justement, la question c'est comment est-ce que je peux être visible? Et l'une des manières d'être visible, c'est d'injecter de l'information. Donc pour qu'on remonte à chaque fois sur effectivement les pages, les moteurs de recherche. Et là, donc ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer, c'est effectivement, on parle beaucoup de big data. Donc c'est quoi le big data? En fait, ce sont des espèces de moteurs de recherche un peu plus développés, énormes, qui mettent ce qu'on appelle des aspirateurs. Alors je vous parle de moteurs d'aspirateurs, tout ça, ce ne sont que des programmes. Et on parle d'algorithmes. Et quand ils vont aspirer vos données, donc c'est-à-dire vos dates de naissance, ce que vous faites, ce que vous mangez le matin, etc., ils vont les matcher, c'est-à-dire les comparer par rapport à d'autres données pour sortir, on va dire, des décisions à prendre. Donc finalement, qui est-ce qui prend vos informations? Ce ne sont que des robots, ce n'est que la mécanique, ce ne sont pas des êtres humains qui ont votre propre information. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas trop s'en inquiéter, d'une part, mais d'autre part, je crois que le fait d'avoir découvert les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi un autre aspect dont on n'a pas du tout parlé, c'est que les réseaux sociaux, c'est quoi? Eh bien, les réseaux sociaux nous permettent à beaucoup de gens aujourd'hui d'exister. Donc, sans compter que selon notre degré, on va dire, de narcissisme social, eh bien, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, eh bien, on va quand même mettre des informations pour dire, voilà, donc je suis là, j'ai telle vocation, je cherche à faire ceci, je fais cela, etc. Donc, ça nous permet d'exister. Donc, on ne pourra pas, à mon avis, empêcher les gens de mettre des données, de même que derrière, il y aura tellement d'informations que finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, ce qui va changer, c'est que demain, il y aura un gros business autour de l'information. C'est déjà aujourd'hui. C'est comment la trier, comment sortir de l'information. Quand vous voyez le petit jeune là, qui a développé une application qui permet de résumer une encyclopédie ou un paragraphe et qu'il a vendu, je ne sais plus combien de millions de dollars. Donc, vous voyez, donc, le futur, c'est ça. Donc, il y a un véritable business autour de l'information qui devient énorme à gérer. Je rebondis sur l'un des tweets qui passe, justement. En effet, on ne peut pas faire autrement que fournir un minimum d'informations via les réseaux sociaux. Hein. Mais l'un des tweets disait, justement, est-ce que le client ne va pas devenir plus exigeant? Je ne sais plus, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, quelle plateforme proposait de payer les... je crois qu'il y a une start-up qui est en train de se lancer, qui voulait payer les gens pour leur information. Donc pour qu'ils donnent l'information, donc elle va les payer pour dire voilà, donc sur Facebook vous donnez ça et on vous donnerait en contrepartie, ben, on va vous payer pour ça. Donc effectivement, donc, il y aura énormément, quand je parle de business autour de l'information, c'est un peu ça. On va voir beaucoup de projets qui vont en être. Certains vont dire, ben, on va vous payer pour l'information. D'autres vont vous dire, bon, on va vous donner autre chose en contrepartie, et ainsi de suite. C'est un échange, et notamment une possibilité de personnaliser. Je rebondis encore sur un tweet. Avec Facebook, on peut personnaliser. Et là, il était évoqué un événement musical. Est-ce qu'on peut cibler davantage, via les réseaux sociaux, via notamment Facebook, sur un événement musical ? Déjà, Facebook, c'est là-dessus qu'ils mettent tout son business. Parce que quand vous voulez faire une campagne via Facebook,
vous avez quand même la chance de pouvoir choisir tous les paramètres qui vous intéressent pour toucher du monde. Et c'est là-dessus, effectivement, où il gagne énormément d'argent. Facebook, ça permet de tester aussi. Hein. Je vais tester sur une cible de population mes produits artistiques, mes produits prêt-à-porter, avant de le généraliser ou être même en commerce local, en fait. Hein. Donc là, il faut se mettre aussi dans le mode vente privée, toutes ces choses-là, en fait. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que on est aussi en train d'évoluer vers une consommation intelligente. Parce qu'avant la crise, on était dans le haut de gamme et le luxe avait quand même le vent en poupe. Toutes les grandes marques avaient le vent en poupe. Après la crise, je caricature, mais le discount a trouvé ses vertus et il y a beaucoup de gens qui sont rabattus sur le discount et finalement ils se sont rendus compte que pour 4 fois moins cher, on peut avoir des choses très intéressantes et de bonne qualité. Ce qui va se développer, à mon avis, ça va être une gamme intermédiaire, donc chose que l'on n'a pas encore beaucoup aujourd'hui. On va tomber dans des gammes qui vont être des gammes moyennes, mais qui vont être beaucoup plus utiles, beaucoup plus axées sur l'utilité et la qualité, prix. Et donc on va vers une consommation intelligente parce que justement le consommateur aujourd'hui est beaucoup plus informé qu'avant. Juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Habib, il ne faut pas trop s'inquiéter de donner ces données. Je suis plutôt d'accord. Je dirais que si vous voulez vraiment vous protéger, c'est juste une parenthèse, il suffit de créer la fissure. En fait, le big data, c'est quoi? C'est de créer le lien entre les différentes données. Il suffit d'avoir un nom différent sur tous les réseaux sociaux et c'est réglé. Enfin, je caricature. Mais si vous voulez vraiment pas qu'on utilise votre donnée, le seul moyen, c'est de la donner quand même partout, mais de manière fragmentée et impossible à reconstituer. Donc vous avez donné votre information, ils vont pouvoir l'exploiter pour cibler, mais ils ne peuvent pas savoir que c'est vous. Donc ça, c'était le premier point. Je dirais que moi, ce qui est inquiétant sur le fait que les consommateurs donnent leurs données, c'est qu'ils les donnent à des entreprises qui sont généralement pas des entreprises françaises. Enfin, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller en dehors de nos frontières, hein. Loin de là l'idée. Mais en tout cas, voilà, faut savoir que vos données ne sont pas ici, la plupart du temps. Et que du coup, le vrai pouvoir, il est donné à d'autres gens qui n'ont pas les mêmes règles ni les mêmes lois sur les libertés. Voilà. Donc, c'est sur ce point-là qu'il faut s'inquiéter, mais plus d'un point de vue business aussi. C'est-à-dire que d'un point de vue argent, qu'est-ce que vous, e-commerçants ou start-up, ou j'en sais rien, capitalisez sur l'information, gardez-la pour vous. L'avenir aussi, c'est OK, on n'a pas l'impression que pour l'instant le big data ça serve à grand chose parce qu'on ne sait pas l'exploiter, c'est trop compliqué. Mais pour autant, les 1ZO, c'était ça, ils le gardent. Donc même s'ils ne savent pas l'exploiter maintenant, le SMS que vous avez envoyé, enfin c'est pas un SMS, c'est un e-message, comme ça passe par le serveur de Apple, que vous avez envoyé l'année dernière, aujourd'hui ils ne savent pas l'exploiter. Dans 10 ans, la techno aura évolué, on saura lire ce que c'est un message en masse, alors pas votre SMS à vous, mais en tirer des conclusions de masse, eh bien on pourra revenir 10 ans en arrière également. On peut imaginer qu'une compagnie d'assurance dans 30 ans ne vous accepte pas parce qu'il y a 30 ans, vous faisiez un peu trop d'excès dans votre vie. Et, enfin, je déborde. Mais voilà, faites gaffe à ce que vous donnez quand même si je pense qu'on n'a pas le choix. Personnellement, je ne pense pas qu'il faut être paranoïaque, mais il faut être avisé, éclairé sur les choix que l'on fait. La donnée, elle peut être exploitée, on le sait. Les anciennes de VAD, encore une fois, elles le faisaient bien avant. Donc il y a du scoring, ça a toujours existé. Concrètement, ce sera de plus en plus utilisé. C'est simplement se dire, bon, je fais un choix éclairé, je le permets ou non, tout simplement. Oui. Et effectivement, il faut se tenir informé de. Alors ça, c'est peut-être un problème, mais justement, d'ailleurs, donner l'information à vos visiteurs, c'est aussi un moyen d'être franc avec eux. Et de toute façon, les gens donnent leur information, ils n'ont pas peur de le faire. Contre une gratuité, ils le font. Donc il faut le faire aussi. C'est des nouveaux business models. De toute façon, il y a une réglementation qui se met en place, ne serait-ce qu'en Europe. On le voit maintenant sur les sites internet, vous le voyez, ce site prend les cookies, vous acceptez les cookies. Donc ça, c'est aussi pour nous protéger, en fait, pour informer de l'utilisation de ce qui sera fait de ces cookies. On est libre ou non, c'est en cliquant, il faut effectivement cliquer là-dessus, mais on est libre ou non en fait d'accepter. Oui. Et effectivement, et je termine, Aurélie, on voit, par exemple, pour vous illustrer le prix que coûtent vos informations, tout simplement,
Je vais donner le cas d'Instagram qui a été de mémoire, c'était il y a un petit moment, racheté 2 milliards, enfin c'était 4, mais pour en finir, ça fait 2 milliards par Facebook. Ça doit être il y a 1 an ou 2. Et en fait, si on faisait le prorata au nombre d'utilisateurs d'Instagram, puisqu'au final, Instagram ne génère pas d'argent, hein. Ils viennent de lancer le système de pub il y a 15 jours. Donc ils ne généraient pas de chiffre d'affaires. Et pourtant, Facebook les rachète 2 milliards. Pourquoi? Donc, tout simplement parce qu'ils rachètent une information. Si on divise 2 milliards par le nombre d'utilisateurs qu'il y avait à l'époque, ça faisait 30 € par utilisateur. Donc si vous aviez un compte Instagram à ce moment-là, dites-vous qu'il a été valorisé à 30 €. C'est quand même énorme pour juste un pseudo qui ne correspond pas à votre nom et un fil avec 300 photos, voire un petit peu moins. Tout simplement parce que c'est un capital. C'est quelque chose qu'ils ont acquis. Merci. Donc, il y a de plus en plus de transparence. Le but aujourd'hui, c'est que les entreprises soient transparentes vis-à-vis de leurs consommateurs. Alors, merci pour vos interventions. J'ai la possibilité de prendre quelques questions du public. Si vous avez des questions à l'un ou plusieurs de nos intervenants, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un aurait une question ? Donc, c'est qu'on a été relativement clair sur notre atelier. J'ai vu passer un tweet. Oui. Qui a le meilleur SEO dans les sites web? Moi, je me suis dit, le meilleur SEO, c'est Wikipédia, en fait. La base d'informations qui est naturelle, qui rassemble l'essentiel, en fait. Effectivement, voilà, c'est le contenu qui fait réellement le SEO. Oui, alors une question ? Oui, bonjour, David Lambert, société Impossible n'est pas français. J'aimerais savoir comment on fait pour augmenter son flux sur Amazon. Alors, comment on fait pour augmenter son flux sur Amazon? Alors, juste pour centrer la question, vous faites que de l'Amazon ou... Non, je fais de l'Amazon et j'ai un site web aussi, mais j'ai pas de trafic. Donc voilà. D'accord. Alors, il n'y a personne d'Amazon ici? Non? C'est bon? Trop tard, il ne le dira plus. Alors, avantage, inconvénient d'Amazon. Hein. Je mets mes produits dedans, je génère de la vente. Mais du coup, je génère de la vente chez eux. C'est eux qui capitalisent sur mes clients, ainsi de suite, et sur mes produits. J'ai déjà, c'est une parenthèse, mais pour illustrer quand même, hein, j'ai déjà vu des gens qui allaient très très loin avec Amazon sans développer leur e-commerce, et de plus en plus, sans développer leur e-commerce. Le danger, c'est qu'il n'y a rien à vous, quoi. J'ai eu un cas, par exemple, un mec qui vendait des montres, était super bien placé chez Amazon, donc il avait augmenté son flux. Et au final, ce qui se passe, c'est quand tout votre secteur d'activité ou vous-même tout simplement augmentez et devenez très très bon sur Amazon, ils vont essayer tout simplement de passer un cran au-dessus, de vous appeler « Bonjour, on achète vos produits, on les vend nous-mêmes ». Et là, du jour au lendemain, vous devenez un simple producteur ou intermédiaire. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est quand même différencier vos supports de trafic d'acquisition. Tout à l'heure, je parlais du guide, de Twenga ou d'autres choses. Donc il faut différencier vos sources de trafic. Moi, j'ai un client, en fait, il a 60 000 € donnés en commission chez Amazon. Nous, notre réflexe, c'était de se dire, OK, c'est un budget communication, mais à réallouer aussi, en fait, pour pas qu'il se trouve coincé. Et je pense que c'est comme ça que vous développez le flux d'Amazon aussi, c'est en le diluant. C'est-à-dire qu'eux ont des algorithmes de mesure. Ils veulent vous mettre en avant. Plus ils vont vous mettre en avant, plus vous allez être accro, et ainsi de suite. Donc, si vous développez votre site web, ça développe Amazon. Et ne mettez pas tous vos produits. Ok, merci beaucoup. Et pas les mêmes contenus. Faites des sélections. Une autre question ? Oui. Bonjour. Je me permets de vous poser une question simple. Aujourd'hui, il y a aussi le développement des iPads, iPhone. Et dessus, par exemple, on a une application qui s'appelle Plan, où on peut retrouver des commerces. Et je me suis aperçue que certains avaient réussi à s'y mettre. Et je me pose la question de savoir comment on fait. Alors, sur Plan, c'est l'appli d'Apple, hein. Donc effectivement, maintenant avec le nouveau iOS, enfin c'était même déjà depuis le 6 ou le 7, je ne sais plus, Apple avait développé son propre logiciel de plan, puisqu'avant il intégrait le logiciel de Google. Ce qui fait qu'il suffisait d'être présent dans Google Plan, Google Maps, pour être dans le plan d'Apple.
En réalité, ils aspirent les informations des autres plans. Ils n'ont pas de système d'inscription, enfin, sauf si je me trompe. Non, je ne pense pas. Ils n'ont pas. En fait, vous ne pouvez pas vous indexer ou vous référencer. Donc en gros, si vous êtes dans plan. Google Maps, il y a des chances que vous vous retrouviez dans Plan, dans Apple. Voilà, vous n'y êtes pas. Alors du coup, il va falloir augmenter les endroits où on va vous retrouver. C'est par exemple aussi sur votre site internet, présenter votre adresse. C'est bête, mais en fait, ils vont recouper les informations pour voir si elles sont réellement pertinentes pour en fait les agréger dans Plan. Il y a plein de voilà, mais ils n'ont pas de système de scan. Vous êtes inscrit sur Google My Business. Donc, et vous êtes dans Google Maps. Depuis combien de temps? 6 mois. Oui. J'ai envie de dire, ça va pas tarder. Mais franchement, il n'y a pas. Alors après, essayez de vous inscrire sur les autres systèmes de plans aussi. En fait, ils vont les agréger. Même sur Twing, enfin sur tous les endroits où vous allez pouvoir vous enregistrer gratuitement avec votre adresse de manière locale. En fait, ils aspirent ça, ils les recoupent pour créer leurs propres données. Très bien. On va appeler Apple. Ouais. Sinon, appelez Apple. Ouais, sinon, ils sont en face de la gare maintenant. Une autre question ? Pas de questions, très bien. Alors, je vous remercie pour votre présence. Je remercie beaucoup nos 3 intervenants. Vous avez la possibilité de retrouver le compte rendu de cet atelier sur le site de Comme en Or juste à la fin de cet atelier, donc directement accessible en ligne. N'hésitez pas à vous y rendre si vous voulez retrouver 1 ou 2 informations. Et vous avez ensuite la possibilité de voter, de voter pour l'entreprise de Jean-Philippe. Je peux me permettre? Oui, allez-y. Simplement, en fait, il est midi et demi. On a du champagne chez Cogité, si vous voulez. Donc vous êtes tous conviés, vous êtes conviés. Et ce qu'on vous propose aussi, en fait, comme on est en problématique trafic web, venez passer chez Cogité, on vous fera des audits live de votre activité web, le temps de prendre une coupe de champagne, en fait. Donc vous retrouverez nos intervenants professionnels sur leur stand, directement sur le salon. Il n'y a aucun souci sur ce point-là. Donc vous pouvez les retrouver notamment au stand de la Revanche des sites, Euratich. Et le stand de Kayak Communication également. Voilà. Merci à vous. Merci.